Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres du jury, je tiens tout d'abord à vous remercier de l'intérêt que vous avez porté à mon travail pour la lecture attentive de ma thèse. Je vous remercie de me permettre aujourd'hui de soutenir devant vous cette thèse de doctorat. Je profite de ce temps de parole pour présenter ma gratitude à mes directeurs de recherche, Monsieur Didier Josselin et Monsieur Ethan Altman. Enfin, je remercie chaleureusement le public présent ici. La thèse que je présente aujourd'hui devant vous pour la discussion s'intitule « Système d'information géographique sonore et connecté pour l'aide à la mobilité des personnes aveugles et malvoyantes. Pistes méthodologiques et outils techniques ». La connaissance de l'espace permet la mobilité géographique et l'autonomie de déplacement. Elle est primordiale pour que l'homme puisse s'orienter et se mouvoir librement. Dans le but de mieux comprendre l'espace, l'homme a développé des outils qui ont bouleversé notre mode de déplacement et ont enrichi nos connaissances de l'espace. La carte en ligne Google Maps estime le nombre d'utilisateurs actifs à 5 milliards en 2020. Mais combien sont les personnes déficientes visuellement qui ne peuvent bénéficier de cette révolution numérique? C'est dans le but de permettre aux personnes aveugles et malvoyantes d'accéder à l'information spatiale et dans le but de sécuriser leur déplacement que j'ai consacré mon sujet de thèse. Au fait, l'idée initiale de ce projet, déjà initiée par mes encadrants, est la sonification des cartes spatiales par la musique. Toutefois, l'application de cette sonification musicale est une idée qui s'est avérée un peu controversée par d'autres résultats des neurosciences et par les aveugles eux-mêmes. Je me suis donc donné suffisamment de temps pour comprendre le lien entre les personnes malvoyantes et aveugles et leur espace, pour proposer par la suite des outils qui les aident à développer leur connaissance spatiale et à se mouvoir en sécurité. Tout d'abord, je tiens à dire que dans sa thèse de psychologie consacrée à la mobilité des personnes aveugles, M. Baltenek disait que les aveugles ne sont pas nous les yeux bandés. Par manque de temps et par manque d'implication des associations qui travaillent pour la cause des personnes aveugles, je n'ai pas pu tester les outils que je propose ici avec des personnes aveugles ou malvoyantes profonds. Je ne voulais surtout pas présenter des résultats faits avec des personnes voyantes les yeux bandés. Et dans tous les cas, les méthodes que je propose ici répondent à des besoins exprimés par les aveugles dans des enquêtes et des études faites par des associations, des spécialistes en psychologie et en neurosciences. Mais aussi, j'ai pris en compte des idées de M. Frédéric Guillaume, fondateur de sa fondation Mira pour chiens aveugles, qui est lui-même atteint de cécité. Je tiens à le remercier pour sa participation et pour ses multiples accueils. La définition de la déficience visuelle reste vague. Elle est considérée comme l'insuffisance ou l'impossibilité de l'œil à percevoir les images. Cela est dû à une atteinte des voies visuelles. Sans traitement, une déficience visuelle peut causer un handicap visuel. La gravité d'une déficience visuelle se mesure par l'acuité visuelle et par le champ visuel. Considéré comme aveugle, toute personne ne peut compter les doigts à bout de 1 mètre. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, compte environ 285 millions malvoyants dans le monde. De 36 à 39 millions sont totalement aveugles. Ils sont estimés à 600 millions malvoyants et 115 millions aveugles en 2050. La majorité vit dans les pays pauvres. D'après l'INSEE, les aveugles en France vivent avec de faibles ressources. La déficience visuelle engendre aussi une perte de productivité estimée à 100 milliards de dollars en 2018. La connaissance de l'espace est considérée comme la représentation mentale d'un environnement réel ou virtuel. Elle permet la mobilité géographique et l'autonomie de déplacement.
La connaissance de l'espace repose sur deux aspects différents. Un, conceptuel, c'est-à-dire la pensée mentale, et l'autre expérimental, c'est-à-dire l'expérience terrain. Les notions expérimentales sont classées par Sherrington en deux grands schémas de nature, proprioceptive qui se constitue grâce à l'expérience synesthésique, et de nature extéroceptive qui se constitue grâce à l'expérience des objets environnants. La vision joue un rôle primordial dans la perception et la construction des schémas extéroceptifs. Les personnes aveugles ne trouvent plus l'information dans les stimuli visuels puisqu'il est déficient, alors elles cherchent l'information dans les autres stimuli tactiles, olfactifs, auditifs. Chez les personnes aveugles, l'espace se réduit ainsi au toucher et au bruit. La distance se calcule par le temps. Atwell, une spécialiste en psychologie cognitive, a montré que la construction de l'espace cognitif des aveugles n'est pas forcément différent de celui des voyants. Mais sa construction est plus lente et peut exiger plus d'efforts que lorsque le système visuel est disponible. Il est montré aussi que la création de la connaissance dépend des capacités cognitives et non perceptives. Il est vrai que la vision est un sens spatial très rapide, qui accélère l'acquisition de l'espace. Il n'est pas facile de la remplacer. Le système nerveux est capable d'extraire des informations fréquentielles, comme la couleur et la texture, à partir du signal spatial transmis par le nerf optique. L'audition est un sens temporel. Elle est moins puissante que la vision, mais aussi capable d'extraire des informations spatiales comme la dimension, la distance ou l'orientation à partir d'un signal fréquentiel transmis par le nerf auditif. L'audition est moins précise que la vision. De plus, les objets doivent émettre des sons pour qu'ils soient détectables. Le seuil d'audibilité de l'humain se situe entre la zone des infrasons et la zone des ultrasons, c'est-à-dire entre 20 Hz et 20 kHz. L'audition comme la vision diminue avec le vieillissement et la majorité des personnes atteintes de malvoyance ou de la cécité ont plus de 50 ans. La perte auditive se caractérise par l'altération de la perception des sons. Ce phénomène doit être pris en considération lors des choix des pitchs et des volumes de tout dispositif rentrant dans la gamme des technologies assistives. Les besoins essentiels exprimés par les personnes aveugles dans une enquête du HID sont se déplacer librement, retrouver sa propre indépendance, se sentir en sécurité, retrouver des activités personnelles, jouir de tout ce qui est l'apanage des gens en bonne santé. Le déplacement, la sécurité, l'indépendance sont donc les premiers besoins des personnes qui ont perdu leur vue. Beaucoup de déficients visuels ont exprimé leur souhait de pouvoir utiliser des interfaces informatiques et des produits auditifs innovants. Dans une étude faite par Takahiro au Japon sur les meilleurs moyens de compensation visuelle en mobilité, l'étude a montré que parmi 41 participants, 48% ont choisi la parole. 34% préfèrent l'harmonie sonore, ou les pitchs. 31% choisissent les vibrations. Les besoins et les difficultés exprimés par les aveugles sont la détection des obstacles minces, 61%, acquérir des informations spatiales, 43%, connaître la largeur des objets, 41%. La question de la perception de l'espace par l'audition que je traite dans ma thèse a fait l'objet d'études en sciences de l'expérience des pensées depuis le XVIIe siècle, avec la question de George Berkeley qui se demanda si un arbre tombe dans une forêt et que personne n'est là pour l'entendre,
ferait-il un bruit? Récemment, des études en neurosciences et en informatique ont montré scientifiquement que la description vocale ou sonore de l'espace peut aider les personnes aveugles à apercevoir l'espace. Dans une étude faite en France au laboratoire LIMSI du CNRS, les résultats ont montré que la description langagière de l'espace peut stimuler le cortex visuel. La description sonore peut avoir un effet sous certaines conditions d'âge. Dans une autre expérience faite au LIA par l'équipe Jocelyn, juste avant le début de ma thèse, l'étude a montré que contrairement au son naturel, les transcriptions musicales de l'espace sont difficilement interprétées par certains participants. Au fait, leur compréhension dépend de l'âge et des connaissances de la musique. Une autre étude faite à l'université de Johns Hopkins aux États-Unis a montré que la description langagière en langue maternelle d'un lieu spatial serait plus efficace qu'une description sonore ou musicale. Pour aider les personnes aveugles et malvoyantes à se mouvoir, des équipements collectifs ont été imposés dans certains pays. Il existe aussi des dispositifs électroniques de géolocalisation et de guidage, parmi eux GPS, Captain, Brainote et Angio. En plus de leur prix excessif, l'un des problèmes rencontrés dans le fonctionnement de ces dispositifs est la précision du GPS, que le problème peut être partiellement traité par la proposition d'un trajet adapté aux personnes aveugles ou malvoyantes. Il a fait l'objet d'un article qui traite l'optimisation des trajets multicritères. Il fait partie des perspectives de cette thèse. Ces dernières années, on trouve aussi des cannes électroniques pour la détection d'obstacles. Cybele, Ultracan et la plus récente rail électronique aux USA. Certains cannes fonctionnent avec des ultrasons et d'autres hybrides laser, infrarouge, voire ultrasons. Il faut souligner que ces équipements restent hors de prix. Les lecteurs d'écran ou narrateurs sont des synthétiseurs vocaux et le principe, voire l'unique moyen capable de traduire. Les lecteurs d'écran ou narrateurs sont des synthétiseurs vocaux. Ils sont capables de traduire le contenu de l'écran d'un ordinateur en texte parlé. Ils ont été développés comme fonction d'accessibilité aux personnes malvoyantes et aveugles sur ordinateur. On cite certains logiciels: NextUp, WorldTalk, Narrateur Windows 10, Supernova, VoiceOver. Certains lecteurs d'écran sont intégrés dans les navigateurs web, Chromevox, Talkback, VoiceOver. Ces lecteurs ne peuvent décrire une image ou une cartographie que si celle-ci contient une description verbale. Donc, en réponse aux besoins des personnes malvoyantes et aveugles, et dans le respect des résultats des recherches qui ont été évoqués, et en prenant en considération les avis de M. Frédéric Guillen, Donc, en réponse aux besoins des personnes malvoyantes et aveugles, et dans le respect des résultats des recherches que j'ai évoquées précédemment, et en prenant en considération les avis de M. Frédéric Guillen, je propose des méthodes capables de transmettre l'information spatiale sur le canal auditif. Les trois sources de la donnée spatiale sont le raster qui est la représentation graphique de l'espace, le fichier XML qui contient les données vectorielles et l'espace réel qui est la source principale de la donnée spatiale. L'intérêt de mon travail est de construire un système d'information géographique capable de représenter la donnée non pas pour une lecture visuelle, mais pour une description langagière et sonore. Le SIG est capable d'interagir avec l'environnement réel grâce à des capteurs.
Le premier axe du sigle sonore connecté que je propose ici, c'est de passer d'une représentation visuelle du raster à sa représentation auditive équivalente. Le but d'une représentation graphique est de codifier une information pour qu'elle soit visualisée d'une manière compréhensible et expressive. Elle est régie par des règles de sémiologie graphique. Dans la plupart des cartes modernes, la couleur est largement sollicitée, car elle bénéficie d'une excellente perception par l'œil humain et permet une variation de symboles infinie par le changement en nuances. Le passage d'une représentation colorée à une représentation sonore par une loi de la physique semble impossible. En réalité, les tentatives de faire la correspondance entre les couleurs et le son remontent au XVIe siècle. Aristote faisait remarquer qu'il existe des couleurs agréables ou choquantes. De la même manière, il existe des sons mélodieux ou dissonants. Par la suite, Newton proposa dans son ouvrage optique de 1704 un parallèle entre les 7 notes de la musique et les couleurs de l'arc-en-ciel, une harmonie qui n'a toutefois aucun fondement scientifique. Le but de la transcription du raster d'une représentation graphique à une représentation sonore est de reproduire quelques effets de l'utilisation des couleurs comme l'agréabilité de la lecture. Dans le cas des personnes aveugles, la lecture auditive de la carte, offrir à la personne aveugle la possibilité d'avoir une idée globale de l'environnement en affectant des sons naturels à chaque couleur. Exemple, le son des vagues pour le bleu qui représente la mer, le chant des oiseaux pour le vert qui représente la forêt, etc. Mais aussi permettre à la personne aveugle de connaître les formes des composantes spatiales par les mouvements de la souris ou par les sons binauraux, et lui permettre aussi de situer les composantes spatiales. On parle ici du positionnement objet-objet. Pour sonifier l'espace, je propose ici 2 méthodes. Une quantification par segmentation des couleurs dans l'espace RGB en utilisant l'algorithme du Kamin. Son principe est de minimiser l'erreur quadratique entre les points d'un cluster et son centroïde. Le problème est que les centroïdes calculés par le Kamin ne sont pas fixes. Les centroïdes sont des couleurs et changent légèrement à chaque segmentation. Cela n'est pas satisfaisant. Notre objectif est d'affecter à chaque couleur bien définie un son bien défini. Une autre classification est donc nécessaire par comparaison des distances euclidiennes entre les centroïdes obtenus et les couleurs de la légende. Les cartes sont intégrées dans un ordinateur où les smartphones sont capables de générer des sons MIDI. MIDI offre aussi la possibilité de créer des sons proches des sons naturels et qui sont mieux interprétés par les personnes aveugles et mieux représentatifs de l'environnement et de l'espace. Mais comment choisir les sons? De Saussure définit le signe linguistique comme signifie et signifiant. La réalité d'une chose par rapport à sa signification est le résultat d'une convention entre les individus au sein d'une même communauté. Cette convention est aussi utile dans toute sémiologie graphique d'une représentation cartographique de l'espace. Chaque couleur et chaque symbole doivent avoir une interprétation commune pour une meilleure interprétation et pour cela on trouve une légende. Cette convention serait aussi utile pour poser les règles d'une sémiologie sonore. La communauté ici est celle des premiers concernés, c'est-à-dire les personnes aveugles et malvoyantes. La vidéo suivante présente un exemple de sonification par le Kamin.
À droite, on a la carte sonifiée. En bas sont les quantités de couleurs dominantes. Ces couleurs dominantes sont les couleurs représentées dans les légendes de la carte. Les tests sont effectués avec des musiques. Je n'ai pas suffisamment de connaissances en musique pour faire un travail artistique. Et un autre test, le test que je vous montre maintenant, est fait par des sons naturels. Avignon. Dans la deuxième méthode, j'utilise deux réseaux de neurones en série. Les deux réseaux ont la même fonction de transfert qui est la fonction sigmoïde. Le premier pour la classification des couleurs par rapport à la légende, ce qui nous permet de faire une quantification des couleurs. Les entrées du réseau sont les valeurs rouge, vert, bleu de chaque pixel. Les sorties sont les couleurs de la légende organisées en vecteurs binaires. L'ajout d'un réseau de neurones en série permet la reconnaissance des paysages. Les entrées de ce deuxième réseau sont les quantités de couleurs calculées par le premier réseau. Les sorties sont des descriptions des composantes spatiales, simples ou composées. Ça peut être lac, rivière, milieu urbain, bord de mer, composé comme forêt avec rivière, route et bâtiments, etc. J'ai utilisé deux réseaux de neurones parce que je voulais faire une quantification et puis une reconnaissance. Il existe d'autres moyens de faire une reconnaissance des paysages. On peut faire appel au deep learning que j'ai mentionné dans ma thèse et qui peut être comme perspective de ce travail. La vidéo suivante présente un exemple de description langagière du raster. Bâtiment. Milieu urbain, espace végétal. Océan ou mer. Ensemble de bâtiments. Hôpital. Forêt. Donc, à gauche, on a la carte à décrire. À droite sont les résultats de la quantification. En bas, on a les rentrées et les sorties des réseaux de neurones. Le deuxième axe du cycle connecté que je propose ici prend la forme d'une interaction homme-machine sous forme de dialogue vocal pour la transcription des métadonnées déjà collectées sur les composantes spatiales en utilisant les techniques de la reconnaissance et la synthèse vocale. J'ai utilisé la cartographie à licence libre OpenStreetMap. Ce concept appelé pro d'usage est dans le coût de non-conformité qui est lié à la qualité de la métadonnée
peut être très élevé. Tout dépend des projets. L'amateurisme de certains collecteurs de l'information génère un manque de précision spatiale et sémantique, mais les avantages du produisage et de OSM sont motivants pour utiliser cette carte. La collecte de l'information géographique est réalisée à une granularité très fine, puisque les contributeurs ont tendance à décrire leur lieu de vie et leur lieu de travail. La libre manipulation des données, l'énorme flux des données, donc la quantité de données qu'on a, et aussi la licence libre qui gère ce type de concept. L'ontologie de OpenStreetMap est linguistique. Les mots-clés sont des mots simples ou composés en langue anglaise. Le vecteur tag contient la description sémantique est un ensemble de clés-valeurs organisées comme pair-impair. Les données vectorielles essentielles sont initialement en format ou sous fichier XML que j'ai envoyé dans une base de données. Je prends en compte que la communauté des personnes aveugles peut produire aussi de la donnée spatiale. Elle peut les stocker directement dans une base de données grâce à une application vocale embarquée et l'utilisation d'une base de données de même type résout tout problème lié à l'hétérogénéité syntaxique. Le principe ici est de transférer les composantes spatiales de leur représentation géométrique sous forme de métadonnées à une représentation informatique sous forme de classe soumise au principe de l'héritage. La classe mère est un point de l'espace qui a une latitude et une longitude. La loi Aversim permet de calculer la distance et la direction entre l'utilisateur et les lieux recherchés. La description proposée est en survol. Le simulateur offre à l'utilisateur la possibilité de se renseigner sur l'espace dans un dialogue vocal. La technologie vocale est sensible au bruit et un travail ergonomique serait nécessaire pour minimiser son impact sur le fonctionnement du système dans un milieu bruyant ou en milieu urbain. L'autre problème ou les faiblesses de la reconnaissance vocale sont dues à la prononciation et à la similarité phonétique entre les mots, par exemple bus et bar. Pour une application pour ordinateur, j'ai proposé une taxonomie non hiérarchique pour résoudre ce problème et faciliter à la personne aveugle la recherche des lieux. Cette taxonomie est composée de au maximum 8 groupes. Les mots sont faciles à mémoriser. Le développement d'une application Android a fait l'objet d'un projet de 2 étudiants de Master 1 informatique. Le modèle de reconnaissance vocale ici est un modèle indépendant de l'orateur, développé pour une large variété d'utilisateurs. Il est complexe dans son développement, il est moins performant et plus flexible. La reconnaissance est asynchrone. Le modèle conceptuel de dialogue aux machines proposé traite la reconstruction ou la reconstitution des lieux à partir des métadonnées. La vidéo que je vous présente ici est un test d'un simulateur développé sous Sharp pour la lecture langagière de l'espace à partir des métadonnées. La vidéo que je vous présente ici est un test d'un simulateur développé sous Sharp pour la lecture langagière de l'espace à partir des métadonnées. Restaurant. Vous confirmez le lieu restaurant. Je confirme. Patientez s'il vous plaît. On a trouvé 32 lieux. Détail. Détail.
Restaurant, nom, Gambrinus, situé à 191 mètres. Suivant. Restaurant, nom, Citron Presse, situé à 208 mètres. Orientation. Orientation, nord-ouest. Adresse. 40 rue Carrotterie, 84 000 Avignon, France. Favori. Nouveau favori sauvegardé. Menu principal. Recherche. Menu principal, choisissez un domaine. Tourisme. Quel type de lieu? Hôtel. Hôtel. Vous confirmez le lieu hôtel. Je confirme. Patientez s'il vous plaît. On a trouvé 2 lieux. Le troisième axe de mon travail traite la connectivité du réel, de la personne aveugle et la source d'informations en ligne. La carte Arduino est une carte d'acquisition. Elle est capable de lire et d'agir sur l'environnement réel à partir d'un smartphone ou d'un ordinateur. Le smartphone joue ici le rôle d'une passerelle locale par laquelle les données collectées de Arduino ou qui vont à Arduino vont interagir avec la base de données en ligne. 2 capteurs sont utilisés, un pour détecter les obstacles, l'autre pour détecter les données proprioceptives de la personne aveugle. Je suppose ici que les lunettes connectées contiennent 2 capteurs ultrasons. Ils sont légers, mais les signaux reçus s'interfèrent. Ils sont perturbés et peuvent être très sensibles aux petits mouvements. Pour l'interférence des signaux, j'ai décalé l'envoi d'un signal par rapport à l'autre. Ainsi, un capteur évite de récupérer le signal de l'autre. Un traitement de signal est nécessaire. J'ai testé 2 types de filtres. Un filtre passe-bas et un filtre de Kalman. Les valeurs finales reçues représentent la distance entre la personne et l'obstacle. Elle est traduite en pitch sonore. Un bon filtre ici est celui qui évite toute gêne auditive au petit changement de distance. Le deuxième capteur utilisé est un capteur en 9 axes. Il intègre un magnétomètre, un gyromètre, un accéléromètre. Certains capteurs que j'ai utilisés peuvent intégrer des baromètres et des thermomètres. Les baromètres ont été testés dans une expérience en Floride pour renseigner les personnes aveugles sur l'étage dans lequel ils se trouvent dans un gratte-ciel. L'objectif de l'utilisation de ce capteur est de donner à la personne aveugle la possibilité d'interagir avec le système d'information géographique. Le magnétomètre joue le rôle de la boussole. Son intérêt est d'aider la personne aveugle à s'orienter dans l'espace. Il peut aussi demander au SIG de lui dicter les lieux situés dans l'environnement proche ou lointain et que se trouve sur sa direction de regard. L'accéléromètre aide à détecter les rotations de la tête. Les 3 axes de rotation X, Y, Z engendrent une matrice de rotation qui se calcule par les équations d'Euler. On peut ainsi calculer le roulis, le lacet et le tangage. Ce principe est déjà utilisé dans les casques de réalité virtuelle. Ici, avec l'accéléromètre, la hauteur du hochement de la tête est traduite en un rayon de recherche. De plus en plus la tête est levée, de plus en plus le rayon de recherche est grand. Ce capteur 9 axes
permet de doter la personne aveugle d'une capacité que les personnes voyantes n'ont pas. Tenu qu'un Fab Lab ne construise un vrai prototype de lunettes avec l'imprimante 3D. Par manque de moyens et de financement pour établir ce travail, j'ai créé un prototype cartonné qui englobe les capteurs utilisés pour développer une interface de supervision et de visualisation des signaux reçus. Certaines constantes des filtres, particulièrement celui de Kalman, ont été fixées grâce à des expériences Par ce projet de thèse, je voulais répondre à un besoin essentiel des personnes aveugles et malvoyantes. J'ai été amené à utiliser le peu de moyens qui m'ont été offerts pour proposer des solutions accessibles à tous. La plupart des API et sources de données sont à licence libre. Les produits électroniques sont à très bas coût. Le fruit de ce travail sont 5 articles, 4 comme auteur principal. 2 articles ont été récompensés par le prix du meilleur article. En conclusion, je rappelle le concept d'affordance de Gibson, qui est défini comme la faculté de l'homme à guider ses comportements en apercevant ce que l'environnement lui offre en matière de potentialité d'action. L'homme agit selon ce que l'environnement lui permet ou pas de faire. La perception ajuste le comportement et économise l'énergie durant un déplacement, car elle informe d'avance de l'action suivante. L'intérêt du système d'information géographique vocale connecté est de permettre à la personne aveugle d'apercevoir par l'audition et en avance les informations nécessaires à son déplacement et le renseigner des obstacles, des zones de danger et des lieux d'intérêt. Éventuellement, l'aider à mieux préparer son trajet. Et puisque le GPS ne peut donner la localisation des obstacles avec exactitude, on parle des obstacles déjà mentionnés dans les bases de données en ligne. Dans ce cas, le capteur ultrason embarqué prend le relais pour mieux localiser ces obstacles. Les perspectives de cette thèse sont nombreuses. La transcription sonore et langagière du raster peut être intégrée dans un lecteur d'écran et donc lui donner la possibilité de lire une cartographie sans qu'elle soit décrite verbalement. Idem pour le dialogue en machine vocale qui permet la lecture d'OpenStreetMap et donner des détails plus fins de l'espace. L'autre perspective est de donner une description sonore de l'espace en mode trajet et non en survol. Cette méthode qu'on a laissée comme perspective peut être faite communément avec l'optimisation des trajets pour les personnes aveugles en prenant en considération la faiblesse du GPS, les soucis du réseau 4G dans certains endroits et les zones de danger. L'autre perspective est de construire un prototype réel des lunettes connectées qui intègrent les 3 technologies citées dans le passé, c'est-à-dire la transcription sonore, la description langagière et l'interaction par des capteurs.
Réponse au rapporteur. Oui, effectivement, il existe d'autres types de capteurs de distance. Les capteurs laser ont une grande portée, mais beaucoup plus chers que les ultrasons. Quand j'ai commencé ma thèse, un lidar coûtait environ 300 €. Actuellement, il fait 120 €. Le laser peut aussi être dangereux pour la santé. Le détecteur d'obstacles infrarouge que j'ai testé était inadapté à mon projet. Il était beaucoup moins cher que les ultrasons, mais il détecte des obstacles à une distance de 80 cm et incapable de donner la distance exacte. J'avoue que je ne connaissais pas le modèle Sharp. Après une recherche, j'ai trouvé des informations et parmi elles le tableau que je présente sur ce slide. Le Sharp GP2Y0A710 est proche de l'ultrason que j'ai utilisé. Il fonctionne sur un intervalle de 1 à 5 mètres. Les autres ont une portée beaucoup moins. Ce capteur qui semble adapté risque de ne pas détecter les obstacles à moins 1 mètre et cela représente un risque pour la personne aveugle. En ce qui concerne le magnétomètre, d'après la fiche technique du constructeur, les magnétomètres que j'ai testés sont compatibles pour une navigation pédestre. Après, les capteurs, comme on le sait, ils ont certaines sensibilités qu'il faut prendre en considération. En réponse au docteur Christophe Sidoni, je tiens tout d'abord à évoquer les deux questions qu'elle a posées concernant la rédaction des articles et sur les codages. Tous les articles que j'ai mentionnés dans ma thèse sont de ma propre rédaction, que ce soit auteur principal ou co-auteur. En ce qui concerne le codage, je tiens à rappeler que j'ai fait mon projet de fin d'études d'ingénieur en 1996 sur les réseaux de neurones. Les années 90 ont marqué la renaissance des réseaux de neurones et de la logique floue. En ce qui concerne le commentaire sur l'espace RGB qui n'est pas perceptuellement uniforme. Par définition, un espace de couleur est perceptuellement uniforme si la distance mathématique, euclidienne ou métrique entre les couleurs est proportionnelle à la distance perçue par l'œil entre ces couleurs. Le problème de l'uniformité perceptuelle de l'espace concerne les projets destinés aux représentations graphiques destinées à l'œil humain ou à être imprimées. Mon objectif est de classifier les couleurs par celles qui ont plus d'emprise. Et pour cela, j'ai parlé de couleurs dominantes. J'ai parlé de couleurs dominantes dans le Camine parce que le Camine nous donne la possibilité de limiter ou de définir le nombre de clusters, c'est-à-dire définir le nombre de couleurs à apparaître dans la carte segmentée, qui n'est pas le cas des réseaux de neurones. L'utilisation de la distance euclidienne dans l'espace RGB ne pose aucun problème, même s'il n'est pas perceptuellement uniforme. L'objectif dans mon travail n'est pas d'approcher les résultats de la distance euclidienne avec la distance perçue par l'œil, mais comparer une couleur à d'autres couleurs pour savoir quelle est la distance la plus petite et la plus grande
et faire ainsi une affectation à chaque couleur de la légende. Les résultats empiriques que j'ai montrés sur la vidéo montrent la fiabilité des résultats. Je vous remercie de votre temps et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de vous présenter ce travail. Merci infiniment. L'un des problèmes rencontrés dans le fonctionnement de ces dispositifs est la précision du GPS. Les perspectives de ces tests sont nombreuses. La transcription sonore et langagière du raster peut être intégrée dans un lecteur d'écran et donc lui donner la possibilité de lire une cartographie sans qu'elle soit décrite verbalement. Idem pour le dialogue en machine vocale qui permet la lecture d'OpenStreetMap et donner des détails plus fins de l'espace. L'autre perspective est de donner une description sonore de l'espace en mode trajet et non en survol. Cette méthode qu'on a laissée comme perspective peut être faite communément avec l'optimisation des trajets pour les personnes aveugles en prenant en considération la faiblesse du GPS, les soucis du réseau 4G dans certains endroits et les zones de danger. L'autre perspective est de construire un prototype réel des lunettes connectées qui intègrent les trois technologies citées dans le passé, c'est-à-dire la transcription sonore, la description langagière et l'interaction par des capteurs.